le sujet n'est pas du tout dans le sujet du salon, parce que le sujet du salon, je ne sais plus ce que c'était. Et on m'avait dit, vous avez un auteur qui veut faire quelque chose. J'ai dit, oui, mais pas dans votre sujet. Votre sujet n'intéresse pas les auteurs. Alors on a su manager de manière à ce qu'ils acceptent un sujet en dehors, parce que moi j'ai fait beaucoup de choses pour eux aussi. Et donc on en profite avec Bénédicte, parce que ça fait des années qu'on a envie de faire ça. Et que ben voilà, c'était important pour elle, donc je suis ravi que l'élite qui soit là. Et puis Bénédicte, il fonçait tout bien. Ouais. Alors je vais rester assise pour l'instant parce que je suis trop émue, je peux pas me lever pour l'instant. Voilà. Peut-être que ça viendra. Ouais, pour moi c'est un grand moment parce que parler de ça, faire de sa vie une œuvre d'art, c'est quelque chose qui me travaille, qui me traverse, qui me travaille depuis que je suis toute petite. Donc j'en parle, je brasse ça dans ma tête, dans ma vie depuis des années et je suis extrêmement heureuse de pouvoir enfin en parler. J'ai tellement de choses à dire que je ne sais pas comment je vais me débrouiller, on va essayer. D'abord, quand j'en ai parlé un peu autour de moi, les réactions que j'ai recueillies, c'est des gens qui disaient « Oh là là, c'est un beau sujet, mais moi je serais incapable de dire que j'ai fait de ma vie une œuvre d'art. Ma vie, elle est trop modeste pour ça, ou elle ressemble à une œuvre d'art effondrée, un tas de gravats, des choses comme ça. Et moi, j'aimerais prouver à ces gens-là qu'ils ont tort, que c'est pas parce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas accompli une œuvre d'art reconnue et calibrée, homologuée, que c'est hors de leur portée et que leur vie ne comporte pas une part de création évidente. Alors, ce qui m'a traversé l'esprit aussi ces jours derniers, c'est Proust, le Contre Sainte-Beuve. Proust dans Contre Sainte-Beuve qui s'élève contre Sainte-Beuve qui prétendait qu'on pouvait analyser et puiser l'œuvre d'un écrivain en connaissant sa vie, ses habitudes, ses vices, etc. Et que tout était réductible à ça. Et donc Proust disait l'homme qui fait des vers et qui cause dans un salon n'est pas la même personne. Et aussi, un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société et dans nos vices. Alors évidemment qu'une œuvre d'art, un roman, un tableau, etc., c'est d'une certaine manière une quintessence, c'est quelque chose qu'on extrait de soi et qui est une forme de sommet. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec Proust. Je ne crois pas que la vie et l'œuvre soient distinctes et séparables. Et en fait, c'est ce que je poursuis dans ma propre vie depuis toujours, c'est qu'il n'y ait pas de distinction, pas d'étanchéité entre ce qui relèverait de l'art et ce qui relève du reste de la vie quotidienne. Il y a plein de gens qui sont d'accord avec Proust et qui se disent je mets tout ce que j'ai de meilleur dans mon œuvre, tout ce que j'ai de beau, je le tire vers le haut. Et pour le reste, je suis un individu lambda, j'ai ma vie quotidienne. Moi, je trouve que c'est une conception de la vie qui est sans ambition, qui est pauvre, parce que ça veut dire qu'on met tout dans dans une case, et le reste du temps, je sais pas, on s'autorise à être médiocre, on s'autorise à être
à être effectivement quelqu'un d'ordinaire ou de céder à ses vices. Je pense que quand on est traversé par une exigence qui s'exprime dans l'art, eh ben, elle doit être constante, elle doit être que c'est réversible, ce désir de dépassement qu'on met dans l'art, dans les œuvres. Pourquoi est-ce que ça s'exprimerait pas à chaque instant? Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas un artiste de sa propre vie? Alors je suis tombée, alors tout à fait par hasard aussi, le week-end dernier, j'ai vu un documentaire complètement inattendu, que j'avais pas du tout prévu de voir, un documentaire géorgien d'un homme, d'un cinéaste qui a tourné son premier documentaire qui s'appelle See You in Chechnya. Alors il s'appelle Alexander, je ne vais pas pouvoir prononcer son nom correctement, Kvatadze. Je l'ai vu, il était là lors de la projection. C'est un homme tout à fait charmant. En 1999, il était jeune étudiant. Il était étudiant aux Beaux-Arts, donc il se destinait à faire de l'art. Et à ce moment-là, il est tombé amoureux d'une Française qui était reporter de guerre. Il est tombé amoureux d'elle de façon totale, c'est-à-dire qu'il a embrassé aussi sa cause, sa passion. Et il l'a suivi, il est devenu lui-même reporter des guerres, il s'est pris de passion pour la guerre. Leur relation s'est rompue, mais il a continué. Il est allé sur les lieux de massacre. Il a été témoin de ça, il a rendu compte de ça. Il a continué jusqu'au moment où il s'est marié, il a eu des enfants, et où la guerre a fait irruption dans sa propre vie. Et à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il pouvait plus continuer, que ses enfants étaient exposés à la mort, et il avait vu tellement d'atrocités qu'il était saturé, et il n'a plus pu continuer. Et pourtant, il était encore animé par ce désir d'être témoin, de rendre compte de cette horreur de la guerre. Pour lui, c'était une sorte de sacerdoce. Et en fait, le documentaire qu'il a tourné, c'est une vaste interrogation. Il se demande quelle attitude adopter face à ce désir de filmer la guerre, d'en rendre compte. Il se dit que c'est une nécessité, que c'est quelque chose que c'est une exigence aussi. Et en même temps qu'il y a les limites humaines qui font que... Et donc il allait interroger d'autres journalistes, reporters de guerre, qui ont voué leur vie à ça. Et il est tombé sur plusieurs positions adoptées par les gens qu'il a interrogés. Alors il y avait d'abord un reporter italien qui lui est complètement extrémiste, qui a décidé que sa vie c'était filmer la guerre, quoi qu'il en coûte. Et cet homme raconte que il avait une famille, des enfants, il avait une vie ordinaire justement, et il a renoncé à tout ça. Il s'est séparé de sa famille, il s'est séparé de ses enfants, il les voit plus, parce qu'il dit filmer la guerre c'est tout, c'est tout pour lui. Et il dit en fait quand les gens sont en première ligne, quand ils prennent tellement de risques, c'est le seul moment où ils trichent pas, c'est le seul moment où ils sont vrais, et donc c'est ça qui l'intéresse. Il dit par exemple, je rêve jamais des Caraïbes, je rêve pas je prends jamais de vacances. Tout ce qui relève du divertissement, c'est pas pour moi.
il n'y a que... voilà. Alors, il reconnaît que c'est une vie aride, hein, c'est dur, mais c'est ça qui a du sens pour lui. Et alors, le réalisateur géorgien est allé aussi interroger un autre reporter britannique, lui, qui a filmé la guerre en Tchétchénie. Et lui, il a une autre position. Il dit, grâce à ce reportage que j'ai fait en Tchétchénie, je suis devenu un artiste. J'ai accédé, ce que je faisais, ça a été élevé au rang d'art. Donc, voilà, ça valait le coup. Et à la fin, il se demande en fait lequel des trois entre lui, le Britannique qui prétend être devenu un artiste grâce à la guerre, et l'autre qui a tout sacrifié à la guerre, lequel a fait de sa vie une œuvre d'art, quoi. C'est une question qui reste ouverte, qui me travaille aussi. Je sais pas, je laisse les choses se déposer. Et alors, la question aussi, c'est pour qu'une vie s'élève au rang d'une œuvre d'art, est-ce qu'il faut nécessairement qu'elle soit traversée par une pratique artistique ? Pour ma part, je pense pas du tout, justement, que ce soit nécessaire. J'ai des exemples autour de moi qui démentent ça de façon criante. Alors, c'est ambigu en même temps parce que je pense par exemple à une de mes amies les plus chères que j'ai jamais rencontrée. Elle est supérieure d'un monastère en Norvège. On a commencé à correspondre grâce à un ami commun, un moine, qui est artiste en même temps, qui est écrivain, poète, qui écrit des maximes. Et voilà, on s'est trouvés comme ça. Et en fait, cette femme, comment dire, je l'ai jamais rencontrée physiquement, corporellement, et je n'ai jamais trouvé sur ma route non plus quelqu'un qui, là c'est à travers les mots, hein, puisqu'on correspond, qui ait une perception aussi fine, aussi complète, aussi pénétrante des êtres et de ce que je lui dis qu'elle. C'est-à-dire que je lui écris des choses que je peux dire à d'autres aussi, mais qui sont vraiment adressées à elle en particulier. Et ce qu'elle me renvoie est tellement aigu, c'est d'une justesse si confondante que c'est à chaque fois, c'est un chef-d'œuvre, quoi. C'est un chef-d'œuvre de compréhension humaine, de générosité, de beauté, c'est renversant à chaque fois. Je crois que je reçois une lettre d'elle, je mets des jours à m'en remettre parce que c'est tout simplement incroyable. Et c'est quelqu'un qui... donc elle dirige un couvent, hein, elle est mère supérieure. Alors, je disais que c'est un peu ambigu parce qu'elle a une telle sensibilité que forcément ça s'exprime par moments sous forme artistique. Elle réalise des toiles, des pastels qui sont très belles. Hein. Elle fait de la peinture, mais elle n'a pas beaucoup de temps pour ça. Elle n'est pas artiste au sens professionnel, quoi, mais voilà, c'est une artiste de l'âme. Elle sent tout, elle perçoit tout, elle a une espèce de don divinatoire des choses aussi. Elle m'a souvent écrit des choses qui se sont avérées prophétiques, qui se sont réalisées plus tard. Donc voilà, faire de sa vie une œuvre d'art, il me semble que c'est avant... Enfin, on ne peut pas faire l'économie du facteur humain. Si c'est pas au premier rang, au premier plan,
on ne peut pas prétendre qu'on fait de sa vie une œuvre d'art. Si on n'a pas avec les autres une attitude d'ouverture, de générosité, de bonté, de don, quoi. Cette amie Brigitte, elle est capable du don à l'état pur et sans qu'elle soit non plus dans le sacrifice. Elle a une haute conscience d'elle-même, elle sait très bien qui elle est et qu'elle est géniale d'une certaine manière, mais voilà. Et donc, je sais pas, je me suis souvent posé des questions sur les artistes qui sont portés au nu, considérés comme des génies. Alors, c'est évidemment pas... c'est impossible à remettre en cause, des gens comme Picasso, etc., Céline, et qui par ailleurs ont eu d'autres, la liste est infinie, et qui dans leur vie personnelle se conduisent mal envers les autres, qui se font souffrir, qui causent des blessures irréparables autour d'eux, qui sont entièrement tournés vers eux-mêmes, qui sont entièrement absorbés par leur œuvre. Je me dis, est-ce que... Alors, l'œuvre d'art, elle est incontestable, elle existe, mais est-ce que leur vie est une œuvre d'art? Et ça, j'en suis pas sûre. Ça, j'en suis pas sûre, parce que si on met pas l'homme au centre, si on met pas l'autre au centre, s'il n'y a pas une circulation et un échange, s'il n'y a pas une création commune avec les autres, je pense pas que la vie soit artistique. C'est au contraire un échec flagrant, retentissant, de mon point de vue. Non, l'œuvre, ils l'ont pas ratée, mais oui, leur vie est une œuvre ratée. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on puisse sacrifier tout ce qui relève des relations humaines, de l'amour, etc., à une œuvre d'art qui prétendument devrait tout surplomber, tout transcender. Ça me paraît pas... je vois pas pourquoi. Si on est capable de déverser tant d'énergie pour créer quelque chose de beau, d'exceptionnel, de magique, de génial, et pourquoi on pourrait pas... il devrait y avoir une passerelle, il devrait y avoir une circulation constante entre les deux, des choses réversibles, et que cette beauté se distribue aussi dans les relations avec autrui. Alors d'autres questions aussi qui me traversent, je pense par exemple à l'œuvre de Charles Julier, qui est quelqu'un qui me touche énormément, que j'admire beaucoup, qui a pris beaucoup de risques, qui a renoncé à toute forme de confort pour se lancer dans l'écriture, qui était pour lui là aussi un sacerdoce. Et il a tout donné. Il a d'abord écrit dans l'obscurité la plus totale son journal intime, sa quête éperdue des moyens, en fait. D'abord, il a écrit sur son impossibilité d'écrire, sur sa dépression profonde, son impossibilité de vivre. Et ça a donné lieu à des pages qui sont bouleversantes, qui sont éblouissantes d'authenticité, de pureté, qui sont des joyaux, quoi. Parce qu'il est complètement nu là-dedans. Et d'ailleurs, POL qui l'a édité s'y est pas trompé, il a continué à le suivre et il l'a porté très haut pendant des années. Il l'a porté pendant des années tout seul parce qu'il était méconnu. Et donc, pendant des années, il avait une vie quasi autistique, suicidaire, presque. Il parlait beaucoup du suicide, de la mort. Et puis tout d'un coup, il a commencé à accéder à une forme de reconnaissance.
il s'est mis à rencontrer des gens, à avoir une vie, comment dire, d'échange, hein, et pas une vie sociale, parce que c'est vraiment pas son truc, mais d'échanges profonds. Les gens viennent à lui, toujours, pour être entendus de lui, pour recueillir sa parole. C'est une espèce d'oracle un petit peu, parce que voilà, ils ont lu son journal, ils se sont reconnus dans sa détresse, dans ses questions. Et alors, étrangement, à partir de ce moment-là, à partir du moment où sa vie a commencé à aller mieux, où il a commencé à sortir la tête de l'eau, à avoir vraiment des relations nourricières, à être, comment dire, un homme plus ou moins épanoui, je sais pas comment dire ça, quoi. Et ben, de mon point de vue, son œuvre s'est asséchée. Elle s'est tarie. Les derniers tomes de son journal présentent, à mon avis, peu d'intérêt. C'est devenu assez convenu. Il rend compte de ses rencontres et combien c'est gratifiant pour lui, pour les autres. Alors, pardon ? Même si, ouais, C'est un peu plat. voilà, un peu plat. Donc, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a une dose de tourment, de vertige, d'inconfort nécessaire pour qu'il œuvre, pour que l'œuvre soit vraiment parlante, pour qu'elle soit forte, pour qu'elle soit puissante ? Je sais pas, là aussi, hein, c'est des questions que j'ouvre, c'est des pistes. En tout cas, ce qui me paraît évident, c'est que pour faire de sa vie une œuvre, il faut qu'il y ait une notion de dépassement, de transcendance. Si on reste au niveau, si on reste au niveau quotidien, si on ne cherche pas une forme de verticalité, l'œuvre n'existe pas, ni artistique, ni l'œuvre de vie. Et dans le prolongement de ça, je me demande aussi si, pour que l'œuvre, d'une part évidemment, mais pour que la vie soit une œuvre, est-ce que c'est nécessaire de laisser une trace ? Est-ce qu'il faut forcément que ce soit vu, entendu, qu'il y ait un prolongement ? Et je pense par exemple à Sylvain Tesson, là, qui allait passer des mois en Sibérie, qui s'est coupé du monde pour vivre une expérience extrême. Voilà, donc il a fait ça qui est en soi une espèce d'œuvre, hein, qui est un acte en soi artistique, je trouve. Mais ça lui a pas suffi. Il a fallu qu'il écrive en plus le compte-rendu de ces 6 mois qu'il a passé en Sibérie, qu'il le diffuse, donc qu'il laisse une trace écrite. Donc est-ce que ça se suffit pas à soi-même, l'expérience extrême ? Est-ce qu'il faut qu'on le traduise, qu'on le propage, qu'on le diffuse ? Et alors lui, il allait encore plus loin. Il avait tellement besoin de sensations fortes, d'émotions extrêmes que, il est allé... il a fait n'importe quoi. Il a escaladé un toit là, à un moment donné. Puis il a dégringolé, quoi. Et ça a été la catastrophe. Il s'est complètement brisé. Il a eu le corps brisé. Il était cassé en 1000 morceaux. Et je pense que là aussi, il voulait le dépassement. Il voulait aller au bout de lui-même. Mais sauf que là, ça a pris une forme. Enfin, ça devenait une forme d'exhibition, d'esbrouf. Il y avait quelque chose de pas juste qui allait dans le sens de la surenchère. Et voilà, il s'est fracassé, quoi. Alors, si on parle de la vie et faire de sa vie une œuvre, on pense évidemment aussi beaucoup à l'autofiction.
une autofiction, voilà, avec Angot, machin et tout ça. Et l'autofiction en art aussi, l'autofiction. Moi, j'aimerais interroger les formes peut-être un peu dérivées, ou les dérives, ou les extrêmes. Des gens qui, justement, veulent qu'il n'y ait pas de césure du tout entre leur vie et leur œuvre. Alors, par exemple, Sophie Calle qui s'expose, qui expose sa vie, ses amours, etc., au musée, etc. Ou Marina je sais pas comment est-ce qu'on prononce son nom là, Marina Abramovic, un truc comme ça. Abramovic, je crois. Ouais. Arthur Craven aussi. Ouais, voilà. Arthur Craven, c'était jonction de son art, et de son écriture et puis de l'action. Ouais, mais donc la Marina en question, par exemple, elle a donné rendez-vous à son amoureux. Enfin, ils ont fait chacun pendant des mois une partie d'un trajet à pied, et puis ils se sont retrouvés à mi-chemin à la jonction, voilà. Et à ce moment-là, ils se sont séparés. Donc, c'est un acte, c'est un coup d'éclat, quoi. Ça a quelque chose, ça a du panache et tout. Et en même temps, il y a une théâtralité, une théâtralisation. Là, on se demande qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est mis en scène, qu'est-ce qui reste d'authentique là-dedans. Enfin, en même temps, elle est tout entière, je pense, confondue avec ce geste, mais on ne sait plus à la fin ce qui est vie, ce qui est théâtre. Ça donne un peu le vertige. Et alors une autre aussi qui me laisse perplexe, c'est cette artiste qui s'appelle Orlan et qui pratique sur elle-même des opérations de chirurgie esthétique complètement délirantes, extrêmes, quoi. Alors rien ne suffit jamais, là aussi c'est la surenchère. C'est pas seulement sa vie qui est exposée, qui est l'objet de l'œuvre d'art, c'est son corps. Elle attente à son intégrité physique et elle expose ça et pour montrer, je sais pas, qu'il n'y a pas de limite, quoi, qu'il n'y a pas de limite au geste artistique, que tout est possible. Mais pour ça, elle se livre à une défiguration constante d'elle-même. Et ça aussi, je me dis quel est le sens de ça, enfin où s'arrête, où est la limite, quel est le sens d'une œuvre pareille, quoi. C'est sûr que c'est frappant, quoi. On peut pas rester indifférent. On se dit que on est un peu interloqué. Enfin, voilà. Vers quoi on va, quoi. Vers quoi on va et qu'est-ce qui va rester de ça? Qu'est-ce qu'on peut en retirer, nous? Alors j'aimerais aussi citer Edmond Baudouin qui est ici présent et qui m'a dit et écrit une parole qui m'a beaucoup frappée. Il m'a écrit un jour je suis un monstre. Je suis un monstre parce que pour moi il n'y a que le verbe faire à l'infinitif et le faire le substantif. Voilà, et que tout autour de moi est subordonné à l'œuvre, donc y compris l'amour, etc. Tout est unifié là-dedans. Alors l'œuvre d'Edmond, on va pas, c'est pas le sujet ni l'objet, mais on l'admire tous, elle est éblouissante, hein. Elle est éblouissante, c'est un très grand artiste. Et question, est-ce que Edmond est un monstre d'abord? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'une vie, une œuvre qui subordonne tout à l'œuvre fait que la vie est une œuvre d'art? Interrogation. Est-ce que la vie d'Edmond est une œuvre d'art? Parce que, ouais, quelle est la place de l'autre aussi?
dans cette vie? Est-ce que les autres sont des satellites? Est-ce que c'est des moyens? Vous pourrez répondre hein, après. Et alors en ce moment, il y a aussi la correspondance entre Philippe Solers et Dominique Rollin qui est exhumée. Enfin, les lettres de Dominique Rollin à Philippe Solers et des lettres d'amour qui sont très belles, hein, qui sont enflammées. C'était une relation passionnée qui a couru sur toute une vie. Une relation à la fois clandestine et connue. Et en fait, maintenant, les critiques qui s'intéressaient, je crois, assez peu finalement à l'œuvre de Dominique Rollin, parce qu'il y avait Solers qui était toujours au premier plan et qui prenait toute la lumière. Les critiques décrètent, voilà, en fait, les lettres de Dominique Rollin à Philippe Solers, c'est le meilleur, c'est le plus beau de son œuvre. C'est le point d'orgue, voilà. Alors je n'ai pas de jugement à porter là-dessus, mais je me dis, c'est quelque chose qui me heurte. Je me dis, et l'œuvre de Dominique Rollin, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Enfin, quelle est sa place? Est-ce qu'il n'y a pas là une espèce de machisme résiduel, quoi? Est-ce que voilà, elle était l'amante de Philippe Solers, donc sa plus grande œuvre, c'est les lettres d'amour qu'elle lui a écrites. Bof, franchement. Je crois que ouais, c'est porter peu de crédit, peu d'intérêt à la femme et à l'œuvre en soi, même si certainement ces lettres sont magnifiques. Et alors oui, l'amour comme œuvre d'art, évidemment, ça aussi c'est un vaste sujet. Est-ce que l'amour peut être une œuvre en soi, une œuvre d'art? Certainement, hein, certainement. Il y a les exemples abondent comme Anaïs Nin, par exemple. Tout dans son œuvre, ses journaux, ses écrits érotiques, tout est traversé, pétri, tout converge vers ça, tout c'est le fil rouge de sa vie. On peut penser aussi aux surréalistes, Breton, etc., Bataille. Je pense aussi à Mireille Sorg, qui est beaucoup moins connue, qui est une jeune femme qui est morte dans un accident de voiture à 23 ans. Et elle a écrit, elle a engagé une correspondance avec un écrivain. Du coup, j'ai oublié son nom. C'est très bien, j'ai oublié son nom. Parce que c'était lui qui était connu au départ. Bien fait. Elle a écrit des lettres qui sont d'une beauté, mais foudroyante, à cet homme. Et ces lettres ont été publiées après sa mort. Et voilà, c'est une œuvre inouïe. C'est une œuvre. Elle a fait de cet amour et de l'expression de cet amour une œuvre d'art, c'est évident. Et du coup, elle a élevé sa vie au rang d'œuvre d'art, hein, bien qu'elle ait disparu prématurément. On parle aussi pas mal en ce moment, vous avez dû le voir passer, l'entendre, de André Robillard, qui est un créateur, un sculpteur, un créateur d'art brut. C'est un homme qui a été interné en psychiatrie à l'âge de 19 ans et qui n'est plus jamais sorti de l'asile. Et mais qui a eu les moyens au sein de l'institution psychiatrique de réaliser une œuvre qui est saisissante. Et en fait, le fait qu'il puisse créer, ça l'a sauvé, ça lui a sauvé la vie. Alors on dit que tout est une question de circonstancielle, hein, d'époque. S'il était né plus tard, il n'aurait pas été interné, tout simplement.
ou en tout cas il serait sorti très vite. Et comment dire, c'était né plus tôt, en revanche, il n'aurait pas eu les moyens de créer une œuvre. Donc il y a eu une espèce de concours de circonstances qui a fait qu'il a à la fois été enfermé et que donc sa vie a été sacrifiée, mais qu'il a pu accomplir cette œuvre. Et cette vie en fait complètement empêchée, et aussi il en a fait une espèce d'œuvre complètement bouillonnante comme ça, et fêlée et fracassée, mais très très saisissante, quoi. Alors je vais en venir à mon cas personnel, parce que voilà, il faut quand même que je me mouille un peu. Faire de sa vie une œuvre, c'est quelque chose qui m'a apparu comme une espèce de révélation quand j'avais 15 ans. Alors j'ai pas eu de révélation mystique, j'ai pas décidé de me vouer à Dieu, mais j'ai été traversée par un impératif catégorique. J'ai décidé que ma vie, ce serait aimer et créer. Les deux, mais les deux sur un plan d'égalité. C'est-à-dire pas aimer pour créer, pas créer pour aimer. Enfin, il n'y en a pas un, justement, qui est subordonné à l'autre. Et donc, voilà, ça, c'était le postulat de base. Et après, il a fallu trouver comment décliner ça. Donc, pour moi, le mode d'expression, c'est l'écriture, depuis toujours. Et donc écrire, évidemment, mais que justement il y ait circulation entre l'écriture et la vie, entre l'écriture et l'amour, que ce que je vis sur un plan amoureux, affectif. Alors ça se résume évidemment pas aux relations amoureuses strictes, ça englobe beaucoup de choses. Donc ce qui m'importe, c'est que tous les chapitres, tous les domaines de mon existence soient traversés et marqués par le sceau de cette exigence. Donc, par exemple, j'enseigne à des collégiens en banlieue. J'enseigne dans des conditions extrêmement difficiles, dans une banlieue sinistrée où les gosses sont intenables. Ils sont terribles. Ils sont très durs. J'aurais pu depuis longtemps partir, renoncer ou intégrer d'autres établissements beaucoup plus praticables, où les élèves sont plus calmes, etc. J'ai pas voulu parce que je trouve dans l'exercice de mon métier avec ces élèves complètement sauvages, bruts, quelque chose qui fait advenir une forme de création. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ces enfants qui n'ont pas de filtre. Et donc il y a là, comme le disait par exemple le reporter de guerre, on triche pas. Je peux pas tricher. Eux ils trichent pas et moi non plus. Donc je suis acculée, donc je suis obligée d'être complètement vraie, d'être complètement nue. Et donc là peut advenir quelque chose de très juste, qui a une forme de pureté, même si c'est très souvent le bordel, la dégringolade, parfois l'horreur. Parfois je souffre comme une damnée, bref, je veux démissionner toutes les semaines, mais j'y retourne quand même. Parce que à cause de ces instants de grâce, et parce que ces enfants-là ont quelque chose aussi de tellement pas fabriqué, de tellement pas polissé, qu'ils font œuvre eux aussi. Par exemple, ils me balancent des trucs qui sont énormes, qui sont d'une insolence ou qui sont d'une comment dire, ils sont fous, quoi. Des trucs
complètement incongru, mais qui réveille, qui m'oblige à me dire ah bah ouais, là il y a un truc. Enfin, ils vont au-delà de la limite tout le temps, et donc voilà, il y a une forme de dépassement là aussi tout le temps parce qu'on est dans la folie, parce qu'on est dans la sauvagerie pure. Et donc, à partir de cette matière anarchique qu'ils ont en eux, moi je les fais écrire. Je les fais créer, et ce qu'ils créent, là aussi, c'est pas du tout formaté. Ils sont pas... il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'ennui. On ne s'ennuie pas avec eux. C'est tellement rare dans les relations humaines qu'on ne s'ennuie pas, qu'on ne soit pas devant une parole convenue, qu'on ne soit pas devant un truc, on se dit oh là là, mais je ne peux pas te taire, j'ai déjà entendu ça 50 fois là. Quelque chose qui fasse soupirer. Donc voilà pourquoi je reste dans ce collège, pourquoi je continue avec ces élèves. Je suis régulièrement obligée de me mettre en arrêt maladie, parce que c'est insupportable. Mais c'est tellement, enfin, en même temps, c'est tellement beau, quoi. C'est tellement fort. Et alors, ce que je fais avec les élèves, j'essaye de le faire dans mes autres relations aussi, avec mes amis, voilà, les gens qui me sont chers. C'est repousser les limites, faire que ce soit pas quelque chose de déjà vu, entendu, faire qu'il y ait le moins de filtres possible, que ce soit nu, que ce soit... que les choses circulent. Parce que je trouve qu'on a tellement de freins tout le temps, qu'on s'en met tellement, qu'on se met tellement de barrières, on se dit ah bah non, ça je peux pas, ah bah non, ça je sais pas faire, ça je suis pas capable, ça je peux pas, ça j'ai peur, ça là je peux pas y aller, au secours, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait le moins de freins et de limites possibles dans les relations que j'entretiens, parce que je trouve que sinon ça vaut pas la peine, quoi. Et sinon on fait pas œuvre ensemble. On ne fait pas œuvre, et puis on est quand même là pour essayer de changer le monde, je trouve. Et si on dépasse pas ses freins, ses peurs, si on n'essaye pas de faire quelque chose qui n'existait pas avant dans sa vie, avec les autres, et à quoi bon, quoi? À quoi bon continuer? Enfin, je veux dire, on est là pour quoi? Et j'aimerais peut-être conclure avec en évoquant quelqu'un qui est proche de moi et qui pratique aucun art, mais dont la vie s'égale peut-être, c'est peut-être celui dont la vie s'égale le plus à une œuvre d'art, parce qu'il a décidé un jour que sa vie serait vouée à la poésie, et il a décidé que sa vie ce serait la poésie et regarder les nuages. Et il a une vie professionnelle, etc. et tout, une vie ordinaire apparemment, a priori, mais tout ce qui relève pas de la poésie et de regarder les nuages, il l'écarte impitoyablement. C'est-à-dire que ça ne l'atteint pas, ça n'a pas d'importance pour lui. Et voilà, il se laisse pas submerger, puis il dit pas, quand il s'agit d'aller à l'essentiel, il dit pas non, je peux pas, j'ai pas le temps, je suis débordé. Tout le monde dit ça. Je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai peur, on veut pas faire ça, ça se fait pas. Lui non. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'admire infiniment à cause de ça. Et je vais prendre mon téléphone portable. J'aimerais
J'aimerais lire un texto, un SMS que j'ai reçu hier. C'est un message qui m'a été envoyé par un collègue. Un collègue qui était en fait plus ou moins un disciple de mon père. Mon père était un grand universitaire et il a longtemps été le doyen de l'Institut de latin de Strasbourg, le directeur de l'Institut de latin de Strasbourg. Cet homme, il s'appelle James Hirstein, donc latiniste, universitaire. Et je l'avais pas revu, j'avais pas eu de nouvelles de lui depuis plusieurs mois. Et là, hier, il m'a écrit ce message. Cher Bénédicte, je vais essayer, je dis bien essayer, de trouver la manière de faire durer le souvenir de François et de son œuvre ici à la Faculté des Lettres. Il se peut que j'ai cette possibilité. Ton père avait de la grandeur d'âme, la magnanimitas. Et je ne veux pas simplement laisser le dernier mot au silence. Je te tiendrai au courant. Le dernier texte que tu as envoyé était beau. Amitié, James. Voilà, j'aimerais dédier tous ces mots à mon père parce que il se trouve en plus que aujourd'hui ça fait tout juste 5 mois qu'il est mort. Merci. Alors, puisque tu m'as... Oui, droit de réponse. Oui, je dis que je suis dans le faire et le faire. Mais toi aussi. Ah oui? Ah ben oui, tout ce que tu viens de dire là, l'amour et le travail et les enfants et tout cela rentre dans l'écriture. C'est ça le faire. Moi, quand je viens là, effectivement, pour venir ici, je travaille. Quand je fais l'amour, c'est vrai que je travaille aussi. Quand il n'y a pas de moment de ma vie, sauf quand je dors, où je ne travaille pas. Et pourquoi le faire, FER? Parce que c'est dur. C'est dur, ouais. Alors, je dis juste quelques mots. Ouais, non, mais si, c'est intéressant. J'ai été, jusqu'à 30 ans, j'étais comptable. J'avais mes enfants. Je ne dis pas, moi, alors qu'il n'y a pas. Et je ne dis pas qu'il faut être artiste pour être. Mais peut-être que j'étais artiste d'une certaine manière, parce que je m'occupais parfaitement bien de mes enfants. Je leur racontais des histoires tous les soirs. Je m'occupais bien de ma famille. Et puis j'ai quitté la comptabilité pour ne faire que de l'écriture et du dessin. Eh bien, c'est vrai que après, je suis devenu beaucoup moins bien comme père, beaucoup moins bien à la maison. J'ai commencé à en partir souvent. Donc il y a, c'est difficile, je crois, quand tu disais Picasso ou des gens qui ont une mauvaise vie, mais qu'en même temps, non, il n'y a pas, si on consacre tout. C'est des questions. À ce que l'on... Alors là, maintenant, la question est, qu'est-ce que c'est une vie? Est-ce que c'est consacré? Et pourquoi pas, c'est une œuvre d'art que de le consacrer à ses enfants. Bien Mon sûr. père a fait cela. Et à sa famille. Et est-ce que celui qui consacre uniquement à marcher dans la rue ou à regarder les nuages, mais en balayant tout le reste, il est dans le faire, celui-là aussi. Un faire qui a l'air tendre parce que c'est des nuages, mais c'est la même chose. Et pour moi, l'art, c'est... Robert Filloux, c'était
quelqu'un qui faisait des installations, il n'est pas connu, il est mort maintenant. Il m'a dit la plus belle chose qui soit, point de vue de qu'est-ce que c'est faire de l'art. Et il a écrit, si j'avais écrit ça, peut-être j'aurais arrêté de faire de l'art, je me serais occupé de ma famille. Il a écrit l'art, c'est ce qui rend la vie plus importante que l'art. Et si on rentre là-dedans, à ce moment-là, effectivement, être avec sa famille ou être avec les autres, donner, faire de l'art, on peut être donc la vie. L'art, c'est ce qui rend la vie plus importante que l'art. Si dans sa manière de vivre, on donne envie de vivre autour de soi, c'est de l'art. C'est ça, on est d'accord. Et si faire des choses, des livres, chanter. Moi, quand je voyais un spectacle de Pina Bausch, j'avais envie après de courir, chanter, danser, écrire, faire l'amour aussi. Elle me donnait envie de vivre. Il n'y a pas qu'elle, je prends cet exemple. Pina Bausch, je ne sais pas si c'était quelqu'un de tellement bien dans la vie. Et on s'en fout. Et pareil, pour moi, je m'en fous, Picasso, sa vie. Si on ne veut pas être à côté de Picasso, on s'échappe. Si on ne veut pas être à côté de moi, on a le droit de s'échapper. Je ne tue personne, mais c'est vrai que je ne me préoccupe pas de l'autre. Je m'en préoccupe plus. Il fait, s'il veut faire avec moi, il fait avec moi. Si on a le droit de partir, j'ai le droit de partir. Il n'y a pas de morale dans ah mais je ne parle pas de morale. Hein. Mais voilà, donc je dis qu'il y a... Je m'excuse pas, je dis simplement... Non, je dis qu'il y a des gens qui ont l'art de donner... La vie et l'art. Pour moi, c'est vrai qu'il n'y a pas un artiste d'un côté, puis des gens qui ne sont pas artistes. C'est toujours une question de présence. C'est une question... en mon sens, c'est savoir qu'on va mourir, être en guerre. Cet homme qui va... C'est pas la peine d'aller sur les champs de bataille. On est tous les jours en bataille. Et alors là, maintenant, avec le monde dans lequel on est, qui va à sa fin, on a passé le mur. Là, on disait toujours, le mur, il est devant. Maintenant, c'est passé. On est tous en guerre avec ce monde. On est foutus en plus. Donc, c'est pas... La guerre, elle est partout, elle est en nous. Oui, on pourrait arrêter de faire des livres. Il y en a qui se le sont posé la question, puisque c'est plus la peine. Après la Shoah, il y en a qui se sont posé cette question-là. On est dans une Shoah généralisée alors. Mais je continue quand même à faire, parce que tant que j'ai de la vie, je suis là-dedans. Mais c'est ça à faire. Mais tu l'es aussi. Ah oui, tu l'es complètement. Oui, je conteste pas. Et le faire. Non, je pose juste la question de la place de l'autre. La place de l'autre. L'autre, il a sa place tout le temps. On est des milliards. Non, mais la place qu'on lui accorde, c'est ça. Ah, ça j'aimerais qu'on accorde beaucoup plus de place. Comment ? Ça fait avec Cristal aussi. La transparence. Oui, ouais. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, tout à fait, oui. Comment ? J'ai fini. Ah, mais oui. C'est vrai que, alors il y a une question aussi, tu disais pour cet homme dans un hôpital psychiatrique, le temps. Ouais. Moi je regrette que, oui, lui c'est vrai que c'est une question de temps, mais combien de petits Africains ne peuvent pas, ah, oui, on ne peut pas les entendre, combien de petits Indiens, combien de petits ou grands. Donc la question du temps, elle est pour lui, mais elle est pour tellement de monde, de ne pas naître au bon endroit. Bien sûr, bien sûr. Beaucoup des enfants que tu vois dans ta classe, que vous voyez dans votre classe, quelle sera leur possibilité de faire, d'être un artiste avec la vie? Pourtant, ils auraient les moyens, ils ont les ressources. On va leur empêcher avec puissance. C'est mieux qu'à Gaza, quand même. Je sais pas. Je sais pas. Certainement.
Je sais pas. À Gaza et autre part. Oui, oui, mais c'est vrai qu'à Gaza, c'est terrible aussi. Pas qu'à Mais Gaza. tellement d'endroits dans le monde, hein, tellement, je suis bien d'accord, tellement d'endroits dans le monde. J'avais envie de réagir sur une chose que vous avez dites. Faire une œuvre d'art, il y a, pour moi, hein, il y a cette... vous parlez de Sylvain Tesson, donc, ok, il aurait passé ses 3 mois, 6 mois dans sa maison, etc. Il ne l'aurait pas écrite, il n'en resterait rien. Bon, est-ce que son livre, le livre qu'il a écrit à ce sujet-là est une œuvre d'art? Je ne sais pas, c'est à régler. Lorsque vous parlez de Charles Juliet, tous ces journaux, j'en ai vu pas mal, mais en fait c'était des journaux qui hurlaient la nécessité d'écrire autre chose que du journal, hein, et qu'il a fini par écrire avec Lambeau, notamment, parce que c'est un des livres. Alors peut-être, je ne sais pas, hein, ces journaux, les derniers, un peu moins forts. Ce que je veux dire, c'est que alors oui, faire de sa vie une œuvre d'art, bon, la Moniale, elle a choisi sa forme d'art, hein, c'est une forme de transcendance, mais vous, ce que vous dites, par exemple, et que moi j'ai pas réussi à vivre jusqu'au bout, hein, c'est sauvage, c'est gamins, c'est passionnant, c'est de force, etc. Mais à la limite, c'est vous, avec votre écriture, ou bien un autre avec sa peinture, ou un autre avec sa musique, qui va pouvoir, d'une part, faire de leur vie quelque chose d'artistique, quelque chose de l'ordre de l'art, ou peut-être les emmener, eux, si vous arrivez à, quand on peut arriver à être ce révélateur, qui fasse que cette espèce de matière brute, sauvage, etc., puisse être transcendée. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Oui, oui, bah oui. La vie est l'art, quoi, je veux dire. La vie, putain, elle passe, quoi. Bien sûr. Elle passe, elle meurt, il ne reste plus rien. S'il reste trace, ne serait-ce qu'un croquis, ne serait-ce que... voilà. C'était cette chose-là. C'est pas une question. Hein, oui, oui. Non, non, mais oui, j'essaie d'être un catalyseur. Et... oui, puis il y a un gisement. Comment ? Un mur de Gaza. Oui, quelque chose. Mais on fait des livres, hein, avec eux. Ben oui. Voilà. C'est ça, c'est ce qui est super. Et qu'Antoine publie, oui. Ça fait longtemps que vous enseignez. Oui, très. Ouais, ouais. Et oui. Et depuis longtemps dans ces conditions-là. J'ai fait avec des handicapés mentaux aussi, c'est. Oui, ça doit être. De décoffrage souvent. Ouais, j'imagine, ça doit être autre chose. Violent aussi des fois. Ah oui, mais ça forcément, parce que là non plus, il n'y a pas de. Il y a très peu de filtres, enfin pas de limite, pas de. Ouais, il n'y en a pas, quoi. Il n'y en a pas, et ouais. Et là non. C'est aussi un intérêt, des fois. Ça crugite quand même. Ouais, un calcul. Ouais. Ah, ça crugite. Fort, mais... Et quand vous dites que votre vie c'est aimer et créer, le aimer ne continuerait pas à exister, serait une expérience plus ou moins réussie et ratée comme toutes les amours de quelque sorte qu'elles soient, mais c'est parce que elles sont mises en mots, elles sont transcendées, quoi. Enfin, ouais, enfin, je sais pas, parce que ouais, pour moi c'est pas séparable en fait. Il n'y a pas de. Tout est d'un seul tenant. oui, mais donc, en même temps, vous avez cette nécessité, comme vous le dites, depuis 15 ans, de faire. De poser, sans doute, hein, j'imagine. De verbaliser. Papier, quoi. Oui, bah oui, c'est. Ouais. Mais c'est-à-dire que ça m'est propre. Enfin, le verbe, les mots, c'est mon moyen, c'est mon arme. C'est comme ça que je mène ma croisade. C'est ce qui a été mis à ma disposition, donc je m'en sers. Hein, oui. Mais je vous remercie tous d'être venus. Bien sûr.
Il y aurait plein de choses encore à dire, mais le salon va fermer bientôt. Ah bon? Et on va quand même préparer tout ça, on serait bête que ça se gâte. Et je voulais vous dire qu'on a ici un mécène, Christine Guillermo, qui va nous permettre, pendant un an, de présenter tout ce qu'on a fait ensemble. Excusez-moi, je suis... Donc vous aurez l'occasion d'entendre un peu. On essaiera de montrer tout le travail photographique qu'on a fait, la correspondance, plein de choses, et on changera l'exposition toutes les 3 semaines ou tous les mois. J'espère qu'on vous verra nombreux, puisqu'il y a largement de quoi remplir une année, en changeant même tous les 15 jours, même toutes les semaines. Voilà. C'est vrai que j'étais injuste, je sais pas si c'était Antoine, parce que ça va tellement de soi, mais c'est évident que sans lui, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai créé n'existerait pas. Donc, c'est... On s'est ruiné pour plein d'autres, donc il n'y a pas de raison que... Si Jean-Bernard Coué était là, il dirait que... Ouais. Voilà. Merci beaucoup.